Bonjour à tous, je m'appelle Martine Koltorff, je suis directeur de la programmation au Festival international de littérature à Dublin. Nous sommes absolument ravis de pouvoir collaborer avec la Villa Gilet et les Assises internationales du roman afin de vous présenter l'un de nos écrivains principaux, Kevin Barry, qui participe à ce programme. Kevin a publié des nouvelles, des romans et est en train d'écrire beaucoup de choses. Il a écrit dans la revue parisienne et dans le New Yorker parmi d'autres. Il a gagné pléthore de récompenses, Bohan Sambre cité par exemple, et l'œuvre de Lennon qui a gagné le prix Gold Spears. Son tout dernier livre, c'est le livre Le dernier bateau pour Tanger, qui sera publié par Buchet-Chastel en France, avec la traduction par Karine Chicherol. Et ce livre devrait sortir en France à l'automne. Avant de démarrer cette conversation, je voudrais surtout dire merci à Lucie Campeau, directrice de la Villa Gilet. Merci de m'avoir donné l'opportunité de collaborer avec vous pour ce festival de Dublin. Kevin, bienvenue. Comment allez-vous? Je vais très bien, Martine. Il me semble que nous nous sommes rencontrés dans un pub à Tokyo. Effectivement, vous avez entièrement raison. Nous nous sommes rencontrés à Shibuya. On a l'impression que c'est quelque chose de très exotique. C'était à l'époque des globetrotters cool, mais cette époque désormais, je pense, est très largement révolue. Tout à fait. Nous ne sommes plus des globetrotters très sexy. Ces jours-là, vraiment, c'était la belle époque, comme on dit. Alors, je suis ravie d'être en ligne avec vous pour ce contexte international en ligne. Et je voudrais démarrer en posant ce qui est pour moi la question centrale de ce panel, c'est-à-dire on parle de la vie des autres. Et je voudrais savoir, dans votre livre Dernier bateau pour Tanger, vous parlez surtout de deux petits gangsters, des petites frappes qui s'appellent Charlie et Maurice. Et ce sont deux personnages qui ont vraiment une qualité, qui sont très très bien incarnés. Est-ce que ce sont des personnages qui vous accompagnent depuis longtemps? Maurice et Charlie, cela fait bien longtemps qu'ils m'énervent. Ils m'énervent énormément depuis longtemps. Très très souvent, les personnages les plus vifs, ce sont les personnages qui sautent de la page. Ce sont des personnages qui traînent dans votre vie, dans votre bureau pendant très longtemps. Et très souvent, on ne sait pas quoi en faire. Maurice et Charlie, c'était pour moi deux personnages qui prenaient beaucoup de place. J'avais l'impression qu'ils remplissaient la salle, qu'ils remplissaient l'air de mon bureau. Ils étaient tout le temps en train de bavarder et ils n'arrêtaient pas de se manifester lorsque j'écrivais des histoires, des nouvelles, ou si j'étais en train d'avoir du mal à écrire. Tout d'un coup, ces deux gangsters de la ville de Cork se manifestaient et commençaient à parler. Et aussitôt, ils détruisaient l'histoire que j'étais en train d'écrire. Et à un moment donné, je me suis rendu compte, OK, il faut simplement que je me rende à l'évidence. Je dois écrire l'histoire de ces deux gangsters. Ce ne sont pas de simples personnages. Lorsqu'on écrit sur des gangsters, on peut très bien peindre un portrait un petit peu caricatural et ainsi on ne les montre pas comme étant de vraies personnes. Et je savais qu'il fallait que je creuse un peu plus avec eux. Alors j'étais très énervée, j'avais envie de leur mettre des claques, de les mettre de côté, mais je me suis rendu compte qu'il allait falloir les accueillir. Je détestais quand ils étaient là, mais ils me manquaient lorsqu'ils n'étaient plus là. Et alors, est-ce qu'on peut dire que ce sont eux qui ont marqué le point de départ pour cette histoire ou est-ce que vous aviez déjà des choses déjà en place? Le cadre, par exemple, parce que vous faites un descriptif des lieux de façon formidable, mais est-ce que vraiment eux, ils vous ont servi d'étincelle ou est-ce que vous aviez déjà des choses en tête? Alors, je pense qu'un écrivain entend toujours une sorte de déclic lorsque les personnages cadrent avec le lieu. Et j'ai l'impression que pendant un peu plus de 20 ans, bon, je me suis échappée depuis très longtemps. Je me suis échappée à l'hiver très gris en Irlande et j'ai beaucoup voyagé en Espagne. En janvier, en février, on s'est rendu en Andalousie, on se balade, on va visiter les petites villes, les villages de cette partie du monde. Et je me suis toujours sentie très, très à l'aise chez moi en Espagne. Très bizarrement, cela me rappelle l'Irlande des années 70. Il y a encore une foi catholique très forte, très décorative, que l'on voit de partout, alors que ce n'est plus tellement le cas en Irlande. Vous voyez, en Espagne, on peut encore voir des religieuses qui se baladent dans la rue et c'est quelque chose que j'aime. Et parce que j'y ai passé énormément de temps, j'ai commencé à me dire quand est-ce que je vais écrire un livre sur l'Espagne ou en tout cas un livre qui se passe en Espagne. Et puis un jour, j'ai eu cette idée que de prendre mes deux personnages, mes deux gangsters de Cork et de les placer dans le port d'Algeciras. Et c'est là que l'histoire démarre. Et j'ai
entendu ce déclic. C'est-à-dire qu'ils ont désormais leur scène et tout est très théâtral. Le livre est très théâtral. Tout est fortement lié à une pièce, à une performance. Et j'ai la chose en tête en tant que pièce, mais au final, la chronologie s'est présentée d'une certaine manière. On n'arrêtait pas de retourner dans le passé et ainsi, pour moi, le seul moyen d'écrire l'histoire, c'était dans un roman. Alors, vous avez prédit ma question suivante. Moi, j'ai eu l'impression très, très vite en lisant le livre que c'était effectivement très théâtral, que cela ressemblait à une pièce. Et vous arrivez très facilement à dépeindre le décor. Le dialogue est essentiel aussi, surtout avec ces deux personnages. Donc, juste pour abonder dans ce sens, pour parler de cela, est-ce que vous vous trouvez souvent en train de réunir différentes formes, avoir des formes qui se nourrissent, qui se mélangent? Oui, oui, tout à fait. Très, très souvent, il y a une pagaille monstre dans mes livres. Je ne sais pas forcément ce que je vais créer en tant qu'histoire. Est-ce que ça va être une nouvelle, un roman, etc. Moi, c'est comme si j'essayais toujours de réussir dans bon nombre de domaines. Je mérite d'échouer et je pense que très, très souvent, j'écris des scénarios pour des films et je suis en train d'écrire un scénario pour la télévision. Donc, c'est tout simplement de façon pragmatique, tout se mélange, tout se mêle au fur et à mesure que j'écris. Je suis fortement influencée par les films, par la télévision, par les scénarios que j'écris. L'une des plus fortes influences que je pourrais citer sur mon livre Bohane Sombre Cité, c'était la télévision, The Wire, Sopranos, ce genre de choses. Vraiment, ça a nourri tout ce que j'ai écrit. Et à cause de la chronologie, à cause de mon âge, moi, j'ai grandi en tant que teenager, ado prétentieux. J'ai été obsédée par Twin Peaks, les films de David Lynch. Et ce sont ces choses-là qui m'ont influencée et qui trouvent leur place au sein de mes livres. Je n'ai jamais réussi à m'en éloigner complètement. Ainsi, je suis très, très fortement influencée, je dirais, par tout ce qui se passe à l'écran lorsque j'écris. Et autre chose, alors, vous avez parlé un petit peu des personnages qui sont très bavards, qui parlent en permanence, et vous écrivez de façon magnifique avec le langage vernaculaire. Lorsque vous entendez les voix de vos personnages et lorsque vous arrivez à bien imiter leur voix, est-ce que vous savez que le livre est en train vraiment de prendre forme? Bizarrement, avec ce livre-ci, Dernier bateau pour Tanger, c'est lorsque j'ai commencé à écrire sur les femmes de ce livre, Feu l'épouse de Maurice, par exemple, Cynthia, ainsi que la fille disparue, Dilly. À partir du moment où Charlie et Maurice ont quitté la scène, à partir du moment où c'était les femmes qui étaient sous les feux de la rampe, le déclic a eu lieu comme il fallait. Et je me souviens d'une matinée où j'ai écrit une petite scène pour Cynthia et pour Dilly, et tout d'un coup, j'entendais l'argot, j'entendais le langage, et j'avais l'impression que le roman prenait vie sous forme musicale. Et parfois, on écrit quelque chose, un paragraphe ou quelques phrases, et on entend la musique, on entend les notes. Et c'est lorsque les femmes sont arrivées vraiment au centre de la scène, c'est là que je me suis dit, voilà, là, l'histoire est en train de prendre forme, est en train d'exister en chair et en os. Et à ce moment-là, j'avais l'impression que j'allais pouvoir éloigner Maurice et Charlie du genre des gangsters, tout simplement. Tout d'un coup, je pouvais leur donner un portrait bien, bien plus profond, bien plus complet et plus sympathique. Vous avez parlé du portrait, approfondir le portrait. Il y a un contraste aussi entre ces deux gangsters qui se trouvent dans le port et le système ou plutôt la situation est très figée, ils sont là, ils attendent, on pense à Beckett, mais lorsque vous êtes en train d'écrire l'histoire du fond, il y a énormément de mouvements. Les personnages sont toujours en train de passer d'un lieu à l'autre et je me posais la question, jusqu'à quel point est-ce que le mouvement, cette incapacité de rester en place, est-ce que c'est un aspect important pour vous au niveau du récit? Parce que vous avez vécu à 17 adresses, il me semble, avant l'âge de 36 ans. Donc, vous êtes quelqu'un qui a beaucoup voyagé.
Ah oui, oui, je suis un petit peu un gitan en quelque sorte. C'est très intéressant ce que vous venez de dire et que vous abordez la question du mouvement de cette façon. Je trouve que c'est une question formidable parce que moi, j'ai vu que ce livre, Dernier bateau pour Tanger, c'est quasiment comme une toupie. C'est comme si Séville était en train de tourner follement. Et dans le port d'Algeciras, c'est vraiment le moment où la toupie cesse de tourner. Tout d'un coup, la toupie ralentit et cesse et tombe à terre. Et on a l'impression que l'histoire aussi tire vers sa conclusion. Vraiment, vraiment, je ressens cela en permanence. À chaque fois que j'écris un texte, à chaque fois que j'avance sur un récit, je sens que j'ai envie de mélanger les rythmes, les vitesses de mouvement. Parfois, j'ai vraiment envie d'accélérer la vitesse et parfois, j'ai envie de rétrograder au niveau des vitesses et de faire en sorte que tout soit plus pensif. Qu'en tant qu'écrivain, je réfléchisse plus. C'est toujours que je suis en train de faire. Quoi que j'écrive, j'essaie toujours, je pense, de subvertir les attentes du lecteur. À savoir, le lecteur doit essayer de comprendre à quoi est-ce qu'il a affaire. Est-ce qu'il s'agit de comique? Est-ce qu'il s'agit de choses violentes, de choses poignantes, de choses tragiques? Ou est-ce que c'est tout cela mélangé pour en faire une entité complète comme la vie? Et alors, juste pour revenir en arrière, pour parler de la vie, de notre état actuel, de la question qui sous-tend ce festival, cette question de l'incertitude. Alors, je vous ai entendu parler lors d'entretiens où vous dites que quasiment les choses les plus intéressantes dans vos écrits proviennent du subconscient, un état second, un état rêvé. Et je voulais vous poser la question sur l'incertitude pour l'écrivain. À quel point est-ce que cela peut vous permettre d'écrire une bonne littérature? Est-ce que c'est central? Personnellement, je pense qu'il y a deux sortes d'écrivains. Il y a l'écrivain, par exemple, qui prévoit, qui planifie pas mal en avance et qui savent exactement où ils veulent aller. Moi, parfois, j'adorerais être ce genre d'écrivain, mais ce n'est pas mon cas. Moi, j'ai tendance à sauter de la falaise et à fabriquer la corde tout en tombant. J'écris, j'écris. J'essaie oui, d'inventer la corde au fur et à mesure que je tombe. Mais je pense que lorsqu'on écrit la fiction et lorsqu'on veut parler de la vie, il faut rêver. Je pense que les deux choses proviennent du sous-conscient du même domaine. Et il est très clair que ce coronavirus, a fortement infecté le subconscient de tout le monde. Nous avons tous ces rêves très, très vifs. Ce n'est pas du tout surprenant que j'ai du mal à travailler, que j'ai du mal à écrire. Tout vient plus lentement. Mais bon, j'avance. Je me rends à mon bureau ici à County Sligo. Je me montre, je me manifeste, j'essaie d'écrire, mais effectivement, c'est très difficile. Je ne pense pas forcément que je vais écrire directement sur cette époque ou sur cette situation d'urgence dans laquelle nous nous trouvons, mais je pense que ça va s'immiscer dans le travail de chacun à l'avenir. Et je pense qu'il faudra en tenir compte. Cela va colorier énormément de poésie, musique et écrits de l'époque. Oui, par exemple, cette question où on a parlé des choses qui rentrent de façon oblique, ce serait bien d'en parler parce que moi, je voudrais vous parler de la ville de Cork, de son impact sur vos écrits. Il me semble que vous y avez habité pendant une dizaine d'années, vous vous y êtes rendu en 92, vous avez écrit un essai dans le magazine de Grantham sur la ville de Cork. Et il me semble que lorsque vous avez écrit, vous avez dit que c'est une ville qui était en train de vivre des changements, une ville carrefour. Et lorsque vous y avez vécu, je pense que vous avez dû voir énormément de changements avec le boom du tigre celtique, etc. Et je crois que ce que je voulais vous demander, c'est d'un point de vue plus large, comment voyez-vous l'incertitude politique? Comment est-ce que cela peut impacter des villes comme Cork et puis vous en tant qu'écrivain? Effectivement, j'ai passé mes années 20 à Cork et puis un petit peu au Royaume-Uni et aux États-Unis et encore une fois en Espagne. Et je vois la ville de Cork comme étant un lieu de découverte littéraire pour moi. C'est la ville dans laquelle je suis devenue vraiment sérieux quant à mes ambitions pour écrire. Et je me souviens très, très bien, c'était en 99, l'été. J'étais dans la partie ouest de Cork en train de me balader le long d'une plage et je me suis dit, bon, suis-je sérieux? Est-ce que je veux vraiment faire ce travail en tant qu'écrivain? Parce que je commençais à sentir justement que le travail que je faisais à l'époque était
un travail qui avançait, mais je voyais qu'il allait falloir être très dévoué, qu'il me restait des montagnes à gravir, mais je me suis engagée et j'ai été un homme de Cork pour cette période de ma vie. Mais ce qui est intéressant maintenant quand j'y pense avec du recul, c'est vraiment ma ville préférée pour maintes et maintes raisons. J'ai grandi ailleurs, mais voilà, c'est une ville que j'aime. Et je pense que ce sont des questions intéressantes. À quoi servent les villes? Pourquoi est-ce qu'on s'y rend? Et à l'avenir, qu'est-ce que ces villes vont représenter pour nous? Et j'ai l'impression qu'on arrive vraiment à un carrefour. C'est comme si on est en train de se pencher par-dessus la falaise. C'est valable pour nous tous. Nous devons tous décider comment vivre à partir de maintenant. J'espère vraiment que nous n'allons pas simplement retourner à la vie d'avant, laisser les marchés retrouver les niveaux d'avant, suivre les principes de l'économie en faisant fi de tout ce que nous avons vécu pendant le confinement. J'espère que nous allons continuer de nous poser des questions et de comprendre qu'on n'a pas tous besoin de prendre l'avion pour une réunion à 2 heures, une réunion de 2 heures. On peut faire les réunions sur Zoom, ça ne pose aucun problème. Et on peut permettre de développer un monde plus durable pour l'avenir. Et on doit aussi penser à la culture et à nos écrits. On doit occuper la place. Il est très important, je pense, de se souvenir que l'écrit, la fiction, la littérature, les arts, ce sont des choses essentielles. Ce sont des choses qui sont tout aussi importantes qu'autre chose pour nous permettre de durer en tant qu'être humain, aussi important que la nourriture, que les abris justement, qui nous mettent à l'abri. C'est primordial. Voilà, je pense que c'est un point formidable sur lequel terminer cet entretien. Je voudrais vous remercier pour cet entretien. J'ai eu beaucoup de plaisir à discuter avec vous, pléthore de questions que j'aurais posées, mais je voudrais surtout désormais dire merci Kevin Barry, merci à la Villa Gilet. Le livre Dernier bateau pour Tanger est désormais disponible en français, la traduction est disponible. Kevin, encore un très grand merci. Merci beaucoup à vous, ce fut avec plaisir.